Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une carte du ciel extrêmement dense. Il va s'agir de la pleine lune du 29 juin 2026. Alors c'est une pleine lune qui apparaît comme une lunaison un peu particulière, parce qu'on est en fait à la croisée des chemins. On a une sensation de saturation, en même temps d'accélération et de bascule. Et c'est vrai que une carte qui donne à ce point l'image j'allais dire l'impression, mais c'est plus que l'impression, l'image d'un monde placé sous tension entre plusieurs logiques incompatibles, c'est assez rare, je vous l'avoue. On a d'un côté le besoin de sécurité, de l'autre l'urgence du mouvement, je dirais. Le désir de stabilité versus l'effondrement des anciens cadres, des anciennes structures. Et on a l'appel du réel et en même temps la montée des imaginaires, je dirais. C'est Saturne versus Neptune. Donc c'est un ciel qui ne fait pas uniquement référence à un simple climat émotionnel passager, comme on peut le voir souvent, notamment avec les pleines lunes. Mais c'est un ciel qui nous décrit en fait une phase de transition profonde où nos structures psychiques, politiques et collectives sont contraintes et seront contraintes d'évoluer sous pression. Techniquement, nous allons être sous une pleine lune qui va prendre ses quartiers dans le signe du Capricorne, premier décan, entre 8 et 9 degrés. La carte du ciel que je vous propose, comme toutes les cartes du ciel que je vous propose, sont montées sur l'horaire GMT, donc le temps universel, l'heure de Londres, comme on disait à une époque, GMT. Et ici, on voit que, à partir de cet axe principal, le ton est donné. On a le soleil qui se trouve du coup en Cancer, premier décan, en face, comme dans toute pleine lune. On a une opposition solilunaire et donc cette lune qui est en Capricorne, premier décan également. C'est une opposition qui vient activer l'un des grands axes structurants du zodiaque. Nous sommes dans un axe cardinal, Cancer-Capricorne. Alors pour mémoire, le Cancer, il représente quoi? Il représente le besoin de protection, d'appartenance, de sécurité affective, de mémoire et d'enracinement émotionnel. Pour rappel aussi, le Cancer est dirigé par la Lune, qui se trouve du coup en face en Capricorne. Et le Capricorne, lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il veut, parce que c'est un signe saturnien, il veut la maîtrise, la responsabilité, la construction, l'organisation et l'endurance, la pérennité. Et toute pleine lune, on le sait, vient mettre en lumière une polarité. Ici, pour nous, la question centrale, elle va devenir celle de l'équilibre entre les exigences du réel, côté Capricorne, et la vulnérabilité humaine, côté Cancer. Effectivement, on a le soleil Cancer qui va rappeler la nécessité de protéger ce qui nous nourrit intérieurement, tandis que la Lune en Capricorne, de l'autre côté, va nous obliger à regarder les conséquences concrètes, nos responsabilités et aussi nos limites. C'est sûr que dit comme ça, c'est pas foufou, je vous l'accorde. C'est une pleine lune qui va encore nous faire travailler, évidemment. Comme on le voit, c'est aussi un placement lunaire qui est loin d'être serein pour diverses raisons. Alors je vais vous faire les choses un peu dans l'ordre, de façon didactique, de manière à ce que ça fasse pas un grand n'importe quoi, vu que c'est déjà un grand n'importe quoi sur la carte. Je vais essayer de pas vous en faire une deuxième couche. Alors, pour revenir sur la lunaison, le maître de cette lunaison, c'est Saturne, comme je vous le disais, qui dirige le Capricorne. Saturne est en Bélier. En Bélier, Saturne est en chute. Alors, ce placement, ici, il change vraiment toute la tonalité de la lunaison. Comme on l'a vu et on le sait, Saturne est normalement associé à la patience, à la solidité, la discipline, etc.
il est capable de créer des structures durables, ce Saturne. Et le Bélier, au contraire, lui, ce qu'il veut, c'est agir dans l'impulsion, dans l'urgence, dans l'immédiateté, si vous voulez. Donc on se retrouve en fait face à une contradiction fondamentale. Clairement, on a le principe saturnien qui tente de conserver le contrôle dans un environnement qui exige des réactions rapides et parfois brutales. Là, je vous parle, c'est à la fois au sens, dans une portée collective comme une portée individuelle. Donc c'est un placement qui va produire une impression de crispation. Les structures deviennent nerveuses, l'autorité agit sous pression, les décisions se prennent dans l'urgence, parfois même souvent avec maladresse et rigidité. Alors sur le plan psychologique, ça peut se traduire par une grande lassitude, clairement une fatigue qui est liée à la nécessité permanente de devoir tenir bon, d'agir vite mais tout en craignant de se tromper. Donc c'est pas confortable. Sur le plan collectif, c'est un placement qui évoque des systèmes qui savent très bien que leur stabilité est menacée et ô combien menacée, et qui réagissent comment? Mais qui réagissent par l'autorité, le durcissement et ou la précipitation. Et cette tension dont je vous parle, en fait, c'est le cœur même de cette lunaison. Pourquoi? Parce que Saturne forme un carré hanté, comme on dit, avec les deux luminaires, le Soleil et la Lune. Alors, pour résumer les carrés hantés, dans un carré hanté, l'opposition de départ crée une polarité, en règle générale. Ici, on a une polarité solilunaire, Soleil-Lune. Donc, les deux fondamentaux. Mais c'est la planète que l'on retrouve, alors on appelle ça l'apex, donc ici Saturne, qui concentre en fait toute la pression et qui indique en fait le lieu où l'énergie cherche une résolution. Moi je dis toujours l'apex, c'est l'endroit où à la fois ça peut bloquer et en même temps c'est la porte de sortie. Et ici, dans ce qui nous concerne, tout converge vers Saturne. Donc ça signifie que les tensions émotionnelles, familiales, sociales, politiques, tout ce que vous voulez de cette pleine lune vont demander une restructuration réelle et profonde. Mais comme Saturne est un peu fragilisé en Bélier quand même, on va pas se le cacher, c'est une restructuration qui se fait dans un climat d'urgence, de conflit et d'instabilité. Comme je le dis depuis quelques mois, l'ancien, alors je vais pas dire l'ancien monde, j'aime pas trop ça, mais tout ce qui est censé bientôt être derrière nous, donc le futur ancien, je dirais, mais il fonctionne plus correctement, on le voit bien. Le souci, c'est que la nouveauté, donc le nouveau futur, donc voilà, n'est pas encore stabilisé. Et c'est exactement le type de climat astrologique que l'on retrouve durant les grandes périodes de transition historique. C'est pour ça, pas de panique, d'accord? Pas de panique. Si l'histoire se répète, on le sait. Moi, je vous le répète quasiment à chaque fois. Enfin, peut-être pas à chaque fois, mais dans les gros podcasts, l'histoire se répète, donc pas de panique. Alors, à ce point-là, s'ajoute un facteur capital, un autre facteur capital. Comme vous le savez, c'est que Saturne, pour le moment, est encore conjoint à Neptune en Bélier. Et comme on le sait, cette conjonction, c'est l'une des signatures majeures de la période 2025-2026. Et c'est vrai qu'elle, comme on le sait, elle unit deux principes presque opposés. On a Saturne, comme on le sait, qui limite, qui matérialise, qui définit, et on a Neptune, qui dissout, qui idéalise, qui spiritualise aussi, mais qui peut aussi brouiller les frontières. Et lorsqu'ils se rencontrent, ces deux-là, il y a deux scénarios possibles. Soit un idéal va trouver enfin une incarnation concrète, soit des structures anciennes vont se dissoudre parce qu'elles ne reposent plus sur une réalité vivante. Et en Bélier, alors ça j'en ai longuement parlé dans mon podcast Saturne Bélier, c'est une dynamique qui prend un caractère militant, presque explosif.
Les idéologies deviennent actives, passionnelles, combatives. Il y a un danger qui est là, et c'est un danger qui est grand d'agir au nom d'une vision confuse, ou au contraire de tenter de maintenir un ordre qui se vide progressivement de son sens. Et alors ici, cette conjonction neptuno-saturnienne devient elle aussi apex d'un deuxième carré en T. Alors autrement dit, la tension de cette pleine lune ne peut pas être résolue uniquement par le, je dirais entre guillemets, contrôle saturnien. On a une partie du processus qui va passer obligatoirement par Neptune. Alors le doute, le flou, les croyances, les projections, les imaginaires collectifs, enfin tout ça. Alors la difficulté majeure, ça va être quoi? Ça va être de distinguer ce qui relève d'une vraie intuition de ce qui appartient à la confusion, voire même l'illusion. Et cette question, pour moi, devient d'autant plus importante que ce ciel présente un déficit marqué de l'élément terre. On voit que l'eau est dominante, on a quand même des placements en Cancer, Soleil, Mercure, Jupiter. On a le nœud nord qui est en Poisson. En terre, à part la Lune, on n'a rien. Bon, on a Chiron, mais Chiron, j'en parlerai plus tard, c'est un placement karmique, comme vous le savez. On a la Lune et on a le nœud sud, donc c'est léger, c'est très très light. L'eau est dominante, ce qui amplifie l'émotionnel, la mémoire, la sensibilité collective. On a aussi le feu qui est puissant, ce qui pousse chacun à agir, à réagir, à nous affirmer, parfois un peu violemment. On a l'air qui est également très actif, qui va favoriser les échanges, les débats, les idées, et surtout la circulation rapide de l'information qu'elle soit réelle ou je dirais illusoire. Mais la Terre manque. Or, la Terre, c'est précisément ce qui stabilise, ce qui matérialise et ce qui permet l'incarnation durable des choses. Donc son déficit, là, peut créer une atmosphère de fébrilité. Il peut y avoir beaucoup de ressentis, beaucoup d'idées, beaucoup d'impulsions, mais une difficulté à construire calmement et solidement. Et c'est là où le paradoxe de ce ciel que j'ai sous les yeux pendant que je vous parle, évidemment, qui est presque agaçant, parce que on a une lune qui est bien en Capricorne, elle est bien signe de terre, mais son maître, Saturne, il est déplacé en Bélier, il est en signe de feu. Donc même le principe de stabilité, j'ai presque envie de dire, il est contaminé, il se retrouve contaminé par l'urgence. Cela dit, tout n'est pas complètement fichu, les amis. Il y a un trigone. Il y a un trigone entre cette lune et Chiron, qui commence à entrer en Taureau, doucement mais sûrement. Alors Chiron rentre dans un signe qui est lié au corps, justement, à la sécurité matérielle, à la nourriture, aux ressources, à la relation au vivant, mais au vivant concret. Là, on n'est pas dans des chimères neptuniennes, non. Donc ici, c'est un transit qui va ouvrir une longue période de guérison autour de notre rapport à la stabilité et à la valeur. Le trigone de terre, puisque le trigone se fait en terre, Lune Capricorne, Chiron Taureau, on est en terre. Ici, il indique une voie de sortie, une porte de sortie possible au milieu de ces tensions. On peut revenir au réel tangible, on peut revenir au corps, on peut revenir au rythme naturel, à la simplicité et à une lenteur constructive. Et dans une carte aussi agitée, c'est un aspect qui peut agir comme une respiration. Et là, il va nous rappeler cet aspect que la réparation ne viendra ni des idéologies, ni des emballements mentaux, mais d'une vraie reconnexion au concret. Alors on a aussi une autre structure importante de cette lunaison qui apparaît avec Pluton rétrograde en Verseau, qui va s'opposer à Jupiter, Jupiter étant également conjoint à Mercure rétrograde, et tout ça va nous faire un carré à Chiron. Donc du coup, on va se retrouver encore
avec un carré hanté. Hein, ça en fait, on en est au 3e là. Alors c'est une configuration qui va agir sur le plan intellectuel, médiatique et idéologique. Justement, j'en parlais avant. Le fait qu'il soit rétrograde, ce Pluton, jusqu'en octobre, montre un retour critique sur les transformations générées par Pluton Verseau. Donc tout ce qui est mutation collective, révolution technologique, le pouvoir des réseaux sociaux, la transformation des structures sociales, l'influence des systèmes numériques, tout ça. Là, on voit que il y a comme une espèce de période où on pourrait voir l'envers du décor de certains mécanismes cachés dans ces domaines-là, ou des remises en question des formes de pouvoir émergentes, en lien avec ces thématiques également. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, en face de Pluton, on a Jupiter, déjà. Je vais prendre vraiment dans l'ordre, hein, pour rester concrète et concise. Alors, face à Pluton, Jupiter, il amplifie tout ce qu'il touche. Conjoint à Mercure rétrograde, ce Jupiter, il risque de générer une inflation du discours, des récits et surtout des interprétations. On a des informations qui circulent en masse, mais il y a un Mercure, la rétrograde, qui va brouiller leur lisibilité. Donc, on va avoir des erreurs, des retours du passé, il va falloir revoir certaines choses, il va y avoir de la désinformation, en veux-tu, en voilà, beaucoup de confusion entre les faits réels et le narratif, et le carré à Chiron, donc Chiron faisant apex, vous avez compris le système, indique que cette bataille des récits va toucher directement les blessures collectives. Donc les mots vont devenir inflammables, si je puis dire, les discours vont réveiller des traumas, les débats vont prendre une dimension existentielle. Donc là, c'est une signature très forte, mais vraiment très forte, de polarisation cognitive et émotionnelle. Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un trigone. Heureusement, ouf, mais c'est vrai que ce ciel ne se réduit pas à ces tensions, Dieu merci, même si ces tensions prennent énormément de place. C'est un ciel qui contient aussi des mécanismes d'adaptation, je dirais, remarquablement intelligents. On a un triangle mineur entre Jupiter-Mercure d'un côté, Uranus-Mars en Gémeaux et Neptune de l'autre, qui va constituer quand même une sorte de, comment je pourrais dire ça, une sorte de circuit de compensation créative. Alors on a Uranus qui va se retrouver en conjonction avec Mars en Gémeaux, qui va du coup aussi produire une énergie extrêmement rapide. Dans cette espèce d'énorme paradoxe que représente ce ciel, justement cette configuration favorise les élans intellectuels, les innovations, les solutions inédites, les ruptures rapides et les changements de paradigme dans les communications et les technologies. Alors évidemment, elle peut aussi générer de l'agitation nerveuse, de la dispersion, de l'impulsivité sur le plan du mental, du fait de ce qui précède. Mais dans ce ciel, dans cette période, elle sert aussi de soupape. C'est-à-dire qu'elle montre qu'au cœur même de la crise peuvent émerger des idées nouvelles, des formes d'intelligence plus adaptatives et des réponses créatives inattendues. Donc ça, faut pas l'oublier. On a quand même un autre trigone, alors qui n'est pas relié directement à l'opposition solilunaire, mais on a quand même la présence de Vénus en Lion. Alors, certains diront oui, bon, ce n'est que Vénus. Je suis d'accord, ce n'est que Vénus. Elle est en Lion, elle forme un trigone à Saturne, notre Saturne de tout à l'heure, le même. Hein. Donc, elle peut apporter un élément stabilisateur.
Pourquoi ? Parce que c'est un aspect ici en trigone qui rappelle la possibilité de préserver certaines valeurs fondamentales, qui sont la loyauté, la fidélité, la créativité, la générosité et une forme de dignité aussi. N'oubliez pas que Vénus dirige entre autres le signe du Taureau, dans lequel on retrouve Chiron, dans la période qui nous intéresse. Et là, entre Vénus et Saturne, on a un trigone de feu, donc qui peut nous donner une forme, je dirais, noble et constructive à toute cette énergie très saturnienne. Et du coup, la guérison de ce ciel passe par une réhabilitation des valeurs, mais des valeurs vécues concrètement, pas des valeurs qu'on imagine, qu'on présuppose ou qu'on anticipe. Là, c'est concret. Donc c'est des liens sincères, c'est la qualité de vos engagements, c'est la cohérence entre vos paroles et vos actes. Ça, c'est important. Et on n'oublie pas que les nœuds lunaires aussi vont terminer leur transit dans l'axe Vierge-Poisson, c'est imminent. Du coup, c'est une fin de cycle qui, à travers ce ciel, donne l'impression d'une conclusion karmique collective. On l'a vu que depuis leur entrée dans cet axe, les questions de discernement, de vérité, de santé, mais aussi de confusion et de rapport au réel ont été au premier plan. Et la sortie progressive de cet axe montre que, d'une manière ou d'une autre, l'humanité va arriver à la fin d'une grande phase de tri entre le concret et l'illusion, entre l'information et la croyance, entre le soin véritable et les formes de ce que j'appellerais de dissolution sacrificielle. Un autre point qui a retenu mon attention, c'est le fait que les 5 premiers signes du zodiaque, du coup, soient particulièrement occupés, du bélier au lion. Et ça aussi, c'est très parlant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces signes correspondent au début du cycle zodiacal. On est d'accord, hein, ils parlent de naissance, d'affirmation, d'expérimentation, d'émergence. Et cette pleine lune, en fait, elle annonce pas seulement une crise, elle montre un commencement. Mais c'est un commencement qui va se faire dans un climat de tension extrême, hein, comme si un nouveau cycle historique tentait de naître, hein, d'émerger à travers des structures encore instables. Dans certains podcasts antérieurs, je vous avais dit, surtout quand on a des transsaturniennes qui changent de signe, donc ici c'est le cas avec Neptune, c'est le cas avec Uranus, c'est le cas avec Pluton et aussi Saturne lui-même. On a toujours une période de transition qui est extrêmement, comme ils disent aujourd'hui, malaisante. C'est quelque chose qui, sur le plan énergétique, sur le plan des pragmatiques, les ressentis, c'est un ensemble. C'est un ensemble qui, on a l'impression de se retrouver sur des, comment je pourrais dire ça, sur un sol très instable, qui est à la limite des sables mouvants et d'une balançoire sur laquelle on serait debout. Voyez ? Donc c'est pas du tout stable. Et je dis ça parce que c'est une carte là que j'ai sous les yeux qui pour moi me montre un monde qui ne peut plus continuer selon ses anciens modèles, c'est clair, mais qui ne sait pas encore quelle forme prendra la suite. C'est pas la première fois que je vous le dis. Et là, les 4 carrés en T, quoi, c'est pas rien. Ça nous démontre qu'il y a une pression énorme et c'est presque, j'ai envie de dire, tectonique. Vous voyez, c'est sous terre, ça bouge sans bouger et ça bouge pas tout en bougeant. C'est hyper déstabilisant, quoi. Et pourtant, on a des aspects harmonieux qui indiquent quand même des voies de reconstruction. On l'a vu, l'intelligence qui s'adapte, qui doit s'adapter, qui devra s'adapter. On a le retour au concret, quasi obligatoire, la fidélité aux valeurs essentielles, la créativité, la capacité à reconstruire lentement. Alors oui, lentement, mais quelque chose de plus vivant. Donc pour conclure, je dirais que le cœur du
du message de cette pleine lune, malgré tout le brouillard qu'elle peut montrer et la confusion qu'elle peut générer, semble assez clair. C'est que dans une époque qui est saturée de récits, d'histoires, d'accélération, de tensions idéologiques, la véritable stabilité ne viendra pas d'un contrôle plus rigide. Ils vont se prendre un mur, c'est clair. Ni d'un emballement émotionnel supplémentaire. Là, c'est plus sur le plan individuel, c'est plus pour vous, ça, que je vous dis ça. C'est une stabilité qui va devoir être reconstruite, comme je vous le disais, à partir du réel tangible, d'une cohérence intérieure, de liens authentiques et d'une réconciliation progressive, donc lente, entre la vision, les projections et l'incarnation, le côté pragmatique. J'ai volontairement fait ce podcast de manière un peu détaillée, un peu longue et surtout en décryptant le maximum de placements pour que vraiment vous rendiez compte, que vous compreniez bien le clivage qui existe, la dissociation presque qui est sous nos yeux entre ce qui se passe et ce qui est raconté. Voilà, je pense que vous avez compris. En ce qui concerne les influences par signe, alors ici je vais vous la proposer, cette partie de podcast, par élément. Parce que vous l'avez vu, c'est une pleine lune qui ne va pas toucher tous les tempéraments astrologiques, comme on dit traditionnellement, de la même façon. On a vu que ce ciel est très chargé, et surtout chargé de tensions cardinales, Bélier, Capricorne, Cancer, et dominé par plusieurs carrés hantés. 4 pour rappel, ce qui est quand même pas commun. Et c'est donc une pleine lune qui va agir comme un révélateur, vous l'avez compris, des mécanismes aussi propres à chaque élément. C'est-à-dire que chaque élément va recevoir une forme particulière de pression, mais aussi une possibilité d'évolution spécifique. Donc c'est une lunaison qui ne demandera pas simplement de tenir le coup, l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, mais elle va pousser chaque élément à corriger ses déséquilibres naturels de manière à pouvoir traverser une période de transition, et j'insiste bien sur le terme de transition, particulièrement intense. Alors on va commencer justement par, si vous le voulez bien, les signes d'eau. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, l'élément eau est dominant avec l'élément feu et l'élément air. Et on a un déficit en terre. Donc les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, vont ressentir cette pleine lune avec, pour le coup, une intensité émotionnelle, je pense, particulièrement affûtée. Ici, l'axe Cancer-Capricorne touche directement vos besoins de sécurité affective, votre rapport à la protection et votre sensibilité, voire hypersensibilité à tous ces mouvements, je dirais, souterrains du collectif. Il y a beaucoup de natifs d'eau qui vont avoir le sentiment de percevoir intuitivement que ce basculement important est en cours, même si peut-être certains vont peiner à le formuler rationnellement. Alors, le Cancer est évidemment au cœur de cette lunaison, bien évidemment. Vous avez le soleil dans votre signe qui va d'autant plus éclairer ces questions d'appartenance, de mémoire, de sécurité intérieure, de protection émotionnelle. Mais on l'a vu, l'opposition à la lune en Capricorne va vous obliger à confronter vos besoins affectifs à la réalité des responsabilités et des limites concrètes. Le Scorpion, lui, va capter très fortement les tensions plutoniennes et les rapports de pouvoir. Je pense que vous serez nombreux, si vous êtes un soleil Scorpion ou un ascendant Scorpion, voire même une lune Scorpion, à ressentir aussi très fortement les transformations collectives. Mais je pense que vous serez capable de développer
j'ai envie de dire, une lucidité redoutable sur ce qui se désagrège sous la surface. Et les poissons, pour moi, vont vivre la conjonction Saturne-Neptune de manière particulièrement sensible. On n'oublie pas que les poissons sont dirigés par Neptune. Donc votre intuition va être amplifiée, c'est sûr, mais il va falloir faire attention à un risque de confusion émotionnelle ou de fatigue psychique, l'impression d'être un peu englué comme ça, embourbé. Maintenant, les signes d'eau, c'est vrai que vous avez cette capacité à déployer, quand il le faut, une très grande intelligence émotionnelle et symbolique. Vous comprenez instinctivement les transitions humaines, les deuils psychiques. On n'oublie pas que les poissons, c'est le 12e signe, donc le dernier signe du zodiaque, et les mouvements invisibles qui échappent souvent aux autres éléments. Mais encore une fois, le danger majeur ici, ce serait l'absorption émotionnelle. Parce que dans un climat aussi chargé, sur le plan collectif notamment, vous pouvez facilement porter des émotions qui ne vous appartiennent pas. Vouloir sauver les autres, comme vous savez si bien le faire, ou vous laisser envahir par l'angoisse ambiante. Donc cette pleine lune va vous demander surtout de protéger vos limites énergétiques et de revenir au concret. J'en reviens toujours aussi. Donc le sommeil, votre sommeil, le corps, prenez soin de votre corps, vos rythmes naturels, ne forcez rien, et l'ancrage aussi sensoriel. Donc tout ça, ça va devenir essentiel pour ne pas vous dissoudre dans la surcharge émotionnelle collective. On va passer aux signes d'air maintenant. Alors les signes d'air, les Gémeaux, la Balance et le Verseau, devraient vivre cette pleine lune sur un plan, je pense avant tout mental, vous voyez, intellectuel. On a Uranus et Mars en Gémeaux, on l'a vu. On a Pluton qui rétrograde en Verseau. Et l'opposition, Pluton, Jupiter, Mercure, rétrograde, tout ça peut créer en fait un climat d'hyperactivité cognitive assez puissante. Alors les signes d'air pourraient avoir l'impression que tout s'accélère autour d'eux, les idées, les informations, les débats, les prises de conscience, les changements de perspective aussi. C'est une pleine lune qui va stimuler très fortement votre capacité d'adaptation, donc ça c'est bien, et votre intelligence stratégique. N'oubliez pas ce point-là. Alors pour les Gémeaux, c'est surtout la conjonction Uranus-Mars qui va agir comme une vraie décharge électrique, clairement. Là, on a un esprit qui peut devenir extrêmement rapide, presque brillant, capable de connecter des éléments très différents en un temps record. Donc ça, c'est une bonne chose. Du côté de la Balance maintenant. Alors vous, Balance, je pense que vous ressentirez surtout la tension à la fois relationnelle et idéologique du contexte ou du climat ambiant. Vous allez sûrement chercher à vouloir maintenir un équilibre dans un contexte où les oppositions deviennent plus tranchées, ça c'est clair. Vous les Verseaux, maintenant, vous serez, je pense, touchés par Pluton rétrograde, puisque vous l'hébergez, ce qui va vous obliger, je pense, à reconsidérer votre place personnelle au sein de toutes ces mutations collectives et technologiques en cours. Les signes d'air, vous possédez un immense avantage qui est votre souplesse mentale. Ça, c'est top. Vous comprenez vite, vous réorganisez facilement vos perspectives quand il le faut, et vous savez naviguer dans les périodes de changement rapides. Mais c'est vrai que c'est une mobilité mentale qui peut parfois se transformer en handicap. Ici. Pourquoi ? Parce que Mercure est rétrograde. Mercure dirige les Gémeaux. Et ce Mercure rétrograde, on l'a vu, est conjoint à Jupiter. Donc, il y a un risque de surcharge cognitive. C'est clair et net.
On peut avoir les pensées qui s'emballent, les hypothèses, les projets qui se multiplient, les informations contradictoires qui peuvent envahir aussi votre espace mental. Donc on a certains signes d'air qui pourraient se perdre un peu dans l'analyse permanente, dans des débats sans fin, dans une agitation intellectuelle qui pourrait même finir par vous couper de vos besoins émotionnels et corporels. Donc pour vous, le challenge là, ça va être de ralentir volontairement, ce qui n'est pas simple, surtout pour les Verseaux et les Gémeaux, le flux mental, tout simplement, de manière à retrouver une forme de clarté intérieure. Parce que là, encore une fois, dans une époque qui est saturée de stimulation, de récits, là, votre intelligence à vous résidera dans votre capacité à discerner l'essentiel et non pas dans l'absorption d'une quantité phénoménale d'informations. Pour les signes de feu maintenant. Alors les signes de feu, je le rappelle, qui sont le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Alors vous, les signes de feu, vous êtes un peu les signes qui semblent être quand même les plus électrisés par cette pleine lune. Alors on a effectivement Saturne et Neptune du côté du Bélier, on a la présence de Vénus en Lion, ça crée un climat où le feu quand même se sent appelé à agir, à initier, à conquérir, ou même à reprendre le contrôle de sa trajectoire. Alors je trouve que beaucoup de natifs du feu devraient ressentir une poussée intérieure très forte, comme si quelque chose refusait de rester figé, immobile. Pour moi, cette lunaison, elle vous donne une conscience aiguë qu'un cycle personnel, collectif se termine et qu'un autre cycle cherche à commencer. Mais c'est vrai que cette impulsion, comme on l'a vu tout à l'heure, elle ne se manifeste pas de manière fluide. On l'a vu, Saturne en Bélier peut agir comme un peu un frein dans la voiture, ce désir d'avancer qui peut rencontrer des résistances constantes, les délais, les responsabilités, les contraintes, une nécessité de structurer ce qui instinctivement voudrait jaillir comme ça immédiatement, mais qui ne se structure pas pour l'instant. Alors on peut avoir effectivement une sensation de frustration presque physique, signe de feu. Je pense que le Bélier va ressentir particulièrement l'impression de devoir apprendre ou réapprendre la patience malgré un besoin d'action. Alors vous les lions, vous serez stimulés par Vénus, donc vous allez, je pense, chercher à préserver une forme de créativité, de dignité, comme tout à l'heure je l'ai dit, dans ce climat de tension généralisée. Et le Sagittaire, alors vous allez, je pense, osciller entre cet enthousiasme visionnaire qui est un peu votre marque de fabrique et ce sentiment d'étouffement face aux limitations du réel. Maintenant, le grand atout qui est le vôtre, c'est votre capacité à continuer d'avancer, alors même que les structures vacillent autour de nous. Et là où d'autres tempéraments risqueraient la paralysie, le doute, vous, le feu, vous conservez une forme de projection, une volonté de renaissance et surtout une énergie de survie qui est extrêmement puissante chez vous. Maintenant, votre entre guillemets danger principal, ce serait précisément l'excès d'intensité. Ça pourrait être vouloir tout résoudre, mais trop vite, multiplier les affrontements inutiles au final, ou transformer chaque obstacle en combat personnel. Donc là, cette pleine lune, elle va vous demander pas moins de courage, c'est pas ça, mais un courage plus maîtrisé, plus stratégique, capable de durer plutôt que de brûler trop vite.
On va terminer avec la Terre. Alors la Terre, c'est presque « Allô la Terre hein. ». Vous êtes où? Parce qu'on aurait bien besoin de vous là durant cette pleine lune. Les signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, vous avez une place très particulière, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. L'élément est déficitaire, et dans un climat qui est dominé par l'eau, le feu et l'air, c'est vous les garants possibles de la stabilité. Et beaucoup de signes de terre, beaucoup d'entre vous vont avoir l'impression que le monde autour de vous va devenir beaucoup trop nerveux pour vous, beaucoup trop imprévisible pour vous. Tout va être difficile à organiser selon les repères habituels. Et pourtant, c'est précisément votre capacité à structurer, matérialiser, stabiliser qui va être précieuse. Alors, Capricorne, je vais commencer par vous parce que vous êtes directement exposé à la pleine lune. C'est une période qui peut provoquer des bilans très importants, des prises de conscience aussi sur le poids de vos responsabilités ou un besoin tout simplement de réévaluer vos structures de vie qui sont devenues trop lourdes. Pour vous les taureaux, alors les taureaux, vous avez ce soutien un peu plus harmonieux grâce au trigone entre Chiron et Vénus. Alors là, ça peut vous donner une capacité à reconstruire lentement, à revenir au concret, au corps, vous connaissez, aux valeurs essentielles. Et si vous êtes vierge, alors vous les vierges, vous allez ressentir surtout je pense, la fin du transit des nœuds dans l'axe qui vous concerne avec les poissons en face. Là, on a une vraie page karmique qui se tourne pour vous, et ça concerne votre rapport au contrôle, à l'utilité, à l'organisation, et aussi à la recherche de perfection. Donc que vous soyez Capricorne, Taureau ou Vierge, vous, votre atout, ça va être de rendre les choses réelles. En fait, là où d'autres éléments pourraient se perdre dans l'émotion, l'agitation ou l'impulsion, vous allez pouvoir, je pense, conserver une capacité d'incarnation, d'ancrage très précieuse. Maintenant, attention de ne pas réagir à l'instabilité par un excès de rigidité. C'est-à-dire que face à des changements rapides, certains d'entre vous pourraient tenter de maintenir coûte que coûte, le quoi qu'il en coûte, des structures qui sont déjà dépassées, ô combien dépassées, ou à vous épuiser silencieusement dans votre coin en cherchant à tout contrôler. Donc cette pleine lune, pour moi, elle vous montre que finalement la véritable stabilité ne va pas consister à empêcher le changement, ne va pas consister à enrayer l'évolution, mais bien plutôt à construire quelque chose de durable au cœur même du mouvement. Voilà, donc vous l'aurez compris, cette lunaison va agir comme une immense opération de rééquilibrage des éléments. C'est pour ça que je voulais vraiment vous le proposer par élément et non pas, je vais pas dire bêtement par signe, mais sortir du signe par signe classique qui ne sert pas toujours à grand chose si on ne le relie pas à, je dirais, aux fondamentaux que présente le ciel concerné. Donc on l'a vu, pour résumer, les signes de feu. Alors pour vous, ça va être d'aiguiser et d'utiliser la patience et la maîtrise de votre puissance. Pour les signes d'air, ça va être retrouver le silence et le discernement au milieu du chaos mental. Les signes d'eau, vous allez devoir protéger votre sensibilité, mais sans vous couper du monde extérieur, si possible. Et les signes de terre, vous allez devoir accepter d'évoluer, mais sans perdre votre capacité de stabilité. Donc chacun va être poussé à développer précisément ce qui lui manque naturellement. Et c'est ça qui rend cette pleine lune à la fois très 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 exigeante, on l'a vu, mais aussi très 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 transformatrice. Et on n'oublie pas que
dans 2 mois, un peu moins maintenant, on a la deuxième série d'éclipses au mois d'août, le deuxième acte. C'est pour ça que c'est intéressant de voir ce qui va se passer concrètement là entre justement la fin juin, courant juillet, jusqu'au début du mois d'août. Ces 2 fameuses éclipses qui auront lieu le 12 août et le 28 août. Donc moi, je vous souhaite en tout cas de vivre cette pleine lune au mieux, de rester vraiment lucide et à l'écoute de ce qui se passe, de vos ressentis aussi, mais sans tomber dans les excès, comme on l'a vu. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour la suite. On fait comme d'habitude.